commencer à une nouvelle leçon. Il s'agit d'une leçon sur les tests. Est-ce que vous avez déjà vu ce que c'était que les tests statistiques? Vous avez déjà vu les tests statistiques? Non, jamais? Ok. Alors, on va faire une seconde séance de soutien. On va faire ça un samedi, quoi. Pour ceux que ça intéresse. Alors, si vous avez des questions d'une manière générale, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Vous avez mon téléphone et vous avez mon email. Donc, n'hésitez pas à m'écrire ou à me téléphoner, quoi. Oui, ça fait bon. Alors, deuxième partie, les tests d'hypothèse. Alors, aujourd'hui, on va traiter des généralités et des tests sur les caractéristiques visuelles. Les généralités se décomposent en plusieurs paragraphes, les hypothèses et les risques associés, la variable de décision, la région critique, le seuil de décision, la puissance du test, la p-valeur. Et les tests sur les caractéristiques visuelles se décomposent en les tests sur la moyenne, les tests sur une proportion, les tests sur une variance dans le cas gaussien. Monsieur? Oui. Bonjour. Il manque le transparent. Il n'y a pas de fichier affiché là. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de... Là, vous le voyez? Oui, c'est bon. Merci. Alors ensuite, il y a le test de Newman-Pearson qui permet de construire des régions critiques optimales. Le test du Qui2, le test d'indépendance, le test d'adéquation et le test d'indépendance. Et vous avez aussi les tests de comparaison d'échantillons. Donc un test d'hypothèse permet de prendre une décision au vu des résultats d'une expérience ou d'observation d'un phénomène. Par exemple, le contrôle qualité. Décider si une machine est à réparer ou remplacer en fonction du nombre de pièces défectueuses produites. Donc là, en fait, on aura deux hypothèses, une hypothèse nulle et une hypothèse alternative. L'hypothèse nulle, la machine n'est pas à réparer. L'hypothèse alternative, la machine est à réparer. Et le critère de décision, ce sera, pour savoir s'il faut la réparer ou non, ce sera le nombre de pièces produites de mauvaise qualité. Si vous avez beaucoup de pièces produites de mauvaise qualité et il faudra en déterminer le seuil, alors il faudra réparer la machine. Si le nombre de pièces produites de mauvaise qualité est inférieur en dessous d'un certain seuil, alors il n'y aura pas à réparer la machine. Les essais thérapeutiques, décider si un nouveau traitement est efficace au vu des résultats de son expérimentation sur des malades. Sondage, décider de l'impact d'une campagne à l'issue d'un sondage effectué sur une population. Utiliser une méthode statistique pour prendre une décision permet de gérer le risque dû au caractère aléatoire des données. Un test d'hypothèse donne non seulement une règle de décision, mais aussi le risque de se tromper. C'est-à-dire que donc vous aurez une règle de décision, comme par exemple ce qu'on vient de voir, le nombre de pièces défectueuses. Si le nombre de pièces défectueuses est supérieur ou égal à 50, par exemple, alors on décidera de réparer la machine. Et si le nombre de pièces défectueuses est strictement inférieur à 50, alors on décidera de ne pas réparer la machine. Et vous avez la probabilité de se tromper. C'est-à-dire, quelle est la probabilité de dire que la machine est défectueuse au regard du nombre de pièces défectueuses supérieur à 50, sachant que la machine n'est pas déréglée. Donc, c'est la probabilité que X soit supérieur ou égal à 50, sachant que la machine n'est pas déréglée. Et la probabilité, donc ça, c'est la probabilité de rejeter H0, H0, sachant que H0 est vrai. Et vous avez aussi la probabilité, et ça constitue le risque de première espèce, et vous avez aussi le risque de première espèce, c'est la probabilité de rejeter H1 alors que H1 est vrai. C'est-à-dire, c'est la probabilité d'accepter H0 alors que H0 est vrai, alors que H1 est vrai.
Donc la probabilité d'accepter H0 alors que H1 est vrai, ce sera le risque de seconde espèce et on va le noter bêta. Et là, ici, ce sera la probabilité que la machine ne soit pas défectueuse, sachant qu'elle est en réalité défectueuse. Dans chaque cas, le problème consiste à trancher au vu d'observation entre une hypothèse appelée hypothèse nulle, notée H0, et une autre hypothèse appelée hypothèse alternative, notée H1. On suppose bien entendu qu'une seule et une de ces hypothèses est vraie. Un test d'hypothèse est alors une méthodologie statistique qui permet de choisir entre ces deux hypothèses. Donc vous aurez en fait une règle de décision qui vous permettra de choisir, de décider que H0 est vrai ou alors de décider que H1 est vrai. Un test d'hypothèse s'effectue à partir d'un échantillon de variables aléatoires IID. Donc on aura x1, x2, xn, des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées. Identiquement distribuées, je vous rappelle, ça veut dire de même loi. Dépendant d'un paramètre θ, par exemple une espérance pour une loi normale. Les hypothèses se ramènent alors à tester des valeurs pour le paramètre θ. Par exemple, θ est égal à θ0 contre θ est égal à θ1. Donc vous aurez une loi de paramètre θ et on va tester le paramètre θ égale θ0 contre θ égale θ1 avec H0 qui est égal à θ égale θ0 et H1 qui est θ égale θ1 avec θ0 différent de θ1. On distingue deux types d'hypothèses. Les hypothèses simples qui permettent de tester une valeur fixée, θ est égal à θ0. Et les hypothèses composites qui permettent de tester un ensemble de valeurs, θ inférieur à θ0, θ supérieur ou θ à θ0, ou θ différent de θ0. Θ différent de θ0, c'est un test bilatéral. Θ inférieur à θ0 ou θ supérieur à θ0 est un test unilatéral. Donc on verra que dans la pratique, la plupart du temps, l'hypothèse nulle est une hypothèse simple, mais ce n'est pas forcément le cas. Les risques associés. Pour chacun des deux choix possibles correspond une erreur. L'erreur est dite de première espèce, l'erreur dite de première espèce qui consiste à choisir H1 alors que H0 est vrai. Donc ça, c'est le fait de se tromper. Donc il y a la première manière de se tromper, c'est le fait de décider que H1 est vrai alors que c'est H0 qui est vrai. Et l'erreur de deuxième espèce qui consiste à choisir H0 alors que c'est H1 qui est vrai. L'erreur de deuxième espèce, c'est décider que H0 est vrai alors que c'est H1 qui est vrai. Les conséquences de ces deux erreurs peuvent être d'importance diverse. Par exemple, en contrôle qualité, si on décide à tort que la machine est défectueuse, on engagera des frais inutiles de réparation. Si en revanche on décide à tort que la machine est en bon état de marche, on produira des pièces de mauvaise qualité, avec des répercussions que cela entraîne sur le client, voire même sur la sécurité. Donc, par exemple, ici, H0, la machine n'est pas défectueuse, et H1, la machine est défectueuse. Et H1, l'erreur de première espèce, ce sera le fait de dire que H1 est défectueuse, sachant que la machine n'est pas défectueuse. Les erreurs sont dites de première et de deuxième espèce, car en général, l'une des deux erreurs est plus grave que l'autre. Prenons l'exemple classique des faiseurs de pluie. Des relevés effectués pendant de nombreuses années ont permis d'établir que le niveau naturel de pluie dans la Beauce, en millimètres par an, suit une loi normale N de 600 100 au carré. Les entrepreneurs prétendaient pouvoir augmenter de 50 mm le niveau moyen de pluie par insémination des nuages au moyen d'iodure d'argent. Le procédé fut mis à l'essai entre 1951 et 1959 et on releva les hauteurs de pluie suivantes.
Les agriculteurs à qui des faiseurs de pluie avaient proposé ce procédé forcément onéreux pouvaient envisager deux hypothèses. H0, le procédé est sans effet. H1, le procédé augmente réellement le niveau moyen de pluie de 50 mm. L'erreur de première espèce consiste alors à acheter un procédé onéreux et inefficace. C'est la probabilité de décider que H1 est vrai alors que c'est H0 qui est vrai. Ça, c'est l'erreur de première espèce. Donc, c'est la probabilité de dire que le procédé est efficace alors qu'il est inefficace. Donc, l'erreur de première espèce, en fait, ici, c'est le fait que les agriculteurs investissent dans un procédé inefficace. L'erreur de deuxième espèce revient à passer à côté d'un moyen d'augmenter la production agricole. La probabilité que le risque de seconde espèce, c'est bêta, ça se note bêta, et c'est la probabilité que H0 est vrai, sachant de dire que H0 est vrai, sachant que c'est H1 qui est vrai. Donc c'est la probabilité de dire que le procédé est sans effet, alors que le procédé est efficace, alors que le procédé augmente réellement le niveau moyen de plus de 50 mm. À chaque décision correspond une erreur, mais aussi une probabilité de décider juste ou d'avoir tort. Le niveau de signification du test noté alpha est la probabilité de l'erreur de première espèce, c'est-à-dire c'est la probabilité de rejeter H0 à tort, ou la probabilité d'accepter H1 à tort. Rejeter H0, c'est équivalent à accepter H1. La probabilité de l'erreur de deuxième espèce est notée bêta. La puissance du test est notée 1 moins bêta, et la probabilité de décider H1 a raison. Donc, vous avez ici un petit tableau qui résume le risque de première espèce, le risque de seconde espèce et la puissance du test. Alors, vous avez H1, H0, H1, décision, vérité, H0, la probabilité de décider H1, de décider que H1 est vrai alors que c'est H0 qui est vrai est égal à alpha. Ensuite, la probabilité de décider que H0 est vrai alors que c'est H1 qui est vrai est égale à bêta. Et la probabilité de décider que H1 est vrai alors que c'est H1 qui est vrai est égale à 1 moins bêta. Alpha, c'est le risque de première espèce. Bêta, c'est le risque de seconde espèce. Et 1 moins bêta, c'est la puissance du test. L'idéal serait de diminuer simultanément les deux risques, mais cela est impossible. En pratique, on considère que l'une des deux erreurs est plus grave que l'autre, et on évite que cette erreur se reproduise. On choisit alors H0 et H1 de façon à ce que l'erreur que l'on considère la plus grave soit l'erreur de première espèce. Donc l'erreur la plus importante, en fait, la plus grave est l'erreur de seconde espèce comparativement à l'erreur de première espèce, ceci comparativement à l'erreur de seconde espèce. Et on fixe alpha de façon à maîtriser cette erreur. Plus l'erreur est grave, plus le niveau sera petit. Donc plus l'erreur est grave, plus on choisira un alpha qui est petit. On ne contrôle pas le risque de deuxième espèce, mais on peut le calculer de façon à vérifier si le test est acceptable. Donc, en général, une fois que vous avez déterminé le risque de première espèce, c'est à ce moment-là qu'ensuite vous déterminez le risque de seconde espèce. Dans le cas des faiseurs de pluie, il est clair que le risque le plus grave pour les agriculteurs était d'acheter un procédé onéreux et inefficace, et choisir de le fixer à 5%. Oui. Comment on détermine on va voir tout à l'heure, en fait, ça dépend de quel point de vue vous vous placez, quoi. Par exemple, ici, pour le risque de... pour l'exemple des faiseurs de pluie, le risque le plus grave, en fait, vous avez deux risques. Le risque d'investir dans un procédé inefficace, c'est H1,
sachant H0, on décide que H1 est vrai alors que c'est H0 qui est vrai. Ça, c'est le risque d'investir dans un procédé inefficace. Et vous avez le risque de seconde espèce, dire que le procédé est sans effet alors qu'il a de l'effet, c'est-à-dire passer à côté d'un moyen d'augmenter sa production agricole. Donc ici, on considère que le plus grave, c'est d'acheter un procédé onéreux et inefficace, et non pas de passer à côté d'un moyen d'augmenter sa production agricole. D'accord? Oui. Non, mais parce que, en fait, ce sera forcément donné dans l'énoncé. Ici, dans un cas, la situation de l'agriculteur se dégrade et dans l'autre cas, elle reste constante. Généralement, ce sera donné dans l'énoncé, mais pas forcément. Parfois, c'est à vous de faire, quand vous construisez votre test, parfois, c'est à vous de faire le choix, en fait, quel est le risque le plus grave. Donc, dans le cas des faiseurs de pluie, il est clair que le risque le plus grave pour les agriculteurs était d'acheter un procédé onéreux et inefficace. Ils choisirent de fixer un alpha qui est égal à 5%. La variable de décision. Un test d'hypothèse a pour objectif d'établir la règle de décision. Celle-ci permet de choisir entre H0 et H1 au vu des observations X1, X2, Xn, sous la contrainte que la probabilité du risque de première espèce est égale à alpha fixé. L'idée est de conclure que H0 est fausse s'il est très peu probable d'observer X1, X2, Xn quand H0 est vrai. La règle de décision s'établit non pas à partir des observations X1, X2, Xn directement, mais à partir d'une caractéristique estimée sur la variance de l'échantillon, en général une valeur moyenne mu, une variance sigma carré. Donc, par exemple, pour les faiseurs de pluie, vous allez tester H0 mu est égal à mu0 contre H1 mu est égal à mu1, avec mu1 strictement supérieur à mu0. Donc, ce sont des hypothèses simples et non pas des hypothèses composites. Et la variable de décision, ce sera Xn bar, ce sera la moyenne empirique. Puisque comme vous comparez des moyennes théoriques, vous allez choisir en fait comme test des moyennes empiriques. Donc vous allez choisir X1, Xn bar strictement supérieur à C, strictement supérieur à un certain seuil. Si Xn bar est strictement supérieur à C, alors on accepte H1. Et si Xn bar est strictement inférieur à C, alors on accepte H0. Le procédé est sans effet. Une fois la variable de décision fixée, il est nécessaire de déterminer sa loi de probabilité. Donc, vous avez besoin de connaître la loi pour déterminer C. Lorsque Xn bar est strictement supérieur à C, vous allez poser la probabilité que Xn bar strictement supérieur à C, sachant H0. Et la probabilité que Xn bar soit strictement supérieur à C, sachant H0, est égale à alpha. Donc, comme vous connaissez H0, la loi des xi sous H0, vous allez donc pouvoir, en fait, déterminer C à partir du fait que la probabilité que Xn bar soit strictement supérieur à C, sachant H0, est égale à alpha. Bon, ça peut paraître un peu abstrait comme ça, mais on verra avec des exercices, ça va se simplifier. La région critique. On appelle région critique notée oméga l'ensemble des valeurs des observations X1, X2, Xn pour lesquelles on rejettera H0. Cette région dépend du niveau de alpha et est déterminée indépendamment des observations effectuées. Ensuite, si les observations appartiennent à oméga, on rejette 0. Sinon, on garde H0. Donc, en fait, oméga sera la région de rejet. Si vous avez X1, X2, Xn qui appartiennent à la région de rejet, alors on rejette H0 et donc on accepte H1. Si X1, X2, Xn n'appartiennent pas à oméga, c'est-à-dire n'appartiennent pas à la région de rejet, alors on accepte H0. Exemple, reprenons le cas des faiseurs de pluie. Si mu désigne l'espérance mathématique de la variable aléatoire x, représentant le niveau annuel de pluie,
alors les hypothèses peuvent se modéliser par mu est égal à mu0 qui est égal à 600 mm pour H0, et pour H1, mu est égal à mu de 1 qui est égal à 650 mm. Pour tester une espérance mu, on choisit naturellement la moyenne x bar comme variable de décision. Donc en fait, la moyenne empirique sera la variable de décision et on aura la région de rejet x1, x2, xn appartient à oméga si et seulement si xn bar strictement supérieur à un certain seuil. Et si xn bar est strictement supérieur à un certain seuil, par exemple si xn bar strictement supérieur à 640, alors on décidera que mu est égal à mu1 qui est égal à 650. Pour tester une espérance mu, on choisit naturellement la moyenne x bar comme variable de décision. L'échantillon est gaussien de variance connue avec n est égal à 9. Donc xn bar suit la loi normale n de mu sigma carré sur n. Oui. Alors, vous avez x1, x2, xn. Alors, je vais reprendre le... ça fait partie de l'ancien cours. Si vous avez x1, je vais reprendre le cours sur les estimations. Alors, on vous dit, considérons le cas particulier où les xi suivent une loi normale n de mu sigma carré. Dans ce cas particulier d'un échantillon gaussien, les lois exactes de la Bruygen et de la variance empirique sont connues et répertoriées dans le tableau ci-dessous. Il ne s'agit pas d'une approximation par une convergence en loi, ce qui a pour conséquence de pouvoir travailler sur de petits échantillons. Donc, si vous avez les xi qui suivent une loi normale n de mu sigma carré, alors racine de n, xn bar moins mu sur sigma suit une loi n01. Donc si on passe le sigma sur n de l'autre côté, ça fait xn bar moins mu si suit une loi n de 0 sigma carré sur n. Et alors ensuite on va passer le θ, ça fait xn bar suit la loi normale n de θ sigma carré sur n, avec θ qui est égal à mu. Donc xn bar suit la loi n de mu sigma carré sur n. Donc là, vous avez les xi qui suivent une loi, qui suivent la loi n de mu 100 au carré. Alors, ça a été dit précédemment, quoi. Voilà. Des relevés effectués pendant de nombreuses années ont permis d'établir que le niveau naturel de pluie dans la Beauce en millimètres par an suit une loi normale n de 600 100 au carré. Donc, ça suit n de mu 100 au carré, avec mu qui est égal à mu 0 qui est égal à 600, ou mu qui est égal à mu 1 qui est égal à 600, et sigma qui est égal à 100. Et vous avez 9 relevés. De 1951 à 1959, il y a 9 relevés. Donc, on aura l'échantillon est gaussien de variance connue avec n est égal à 9, donc xn bar suit une loi normale n de mu 100 au carré sur n. Si l'hypothèse H0 est vraie, alors mu est égal à 600. Et si l'hypothèse H1 est vraie, alors mu est égal à 650. D'où le graphique ci-contre. Donc, en fait, vous aurez deux lois, la loi sous H0 et la loi sous H1. Et vous aurez C, le seuil de la région critique. Si xn bar est strictement supérieur à C, alors on accepte H1. Si xn bar est strictement inférieur à C, alors on accepte H0. On en déduit que la région critique, région d'acceptation de H1, est définie par xn bar strictement supérieur à C. Alors le risque de première espèce, ce sera le risque délimité par la courbe verte et xn bar strictement supérieur à C.
Donc, ce sera la partie assurée entre la courbe verte, l'axe des abscisses et la droite rouge. Donc, cette queue de distribution désignera le risque de première espèce. C'est la probabilité de dire que H1 est vrai, c'est-à-dire Xn bar strictement supérieur à C, alors que c'est H0 qui est vrai. Et inversement, lorsqu'on aura H1, vous avez la courbe bleue et l'axe X qui est égal à C. Et vous aurez la probabilité de choisir H1 alors que c'est H0 qui est vrai, qui est égal, qu'on note bêta, c'est égal à l'aire assurée délimitée par la courbe bleue et par les points d'abscisse Xn bar strictement inférieur à C. Donc vous remarquez que lorsqu'on augmente la valeur de C, par exemple, eh bien, cela diminuera le risque de première espèce, mais ça va augmenter le risque de seconde espèce. Et si on diminue la valeur de C, ça va augmenter le risque de première espèce et ça va diminuer le risque de seconde espèce. Donc, vous devez faire un choix, en fait, entre le risque de seconde espèce et le risque de première espèce. Ce que vous appelez seuil de décision, c'est le gros, le NF. Le seuil de décision, c'est C. Concernant les deux courbes vertes et bleues, parce dans le cas là où ils sont différents, est-ce que ça va avoir un impact sur les probabilités? Les courbes vertes et bleues sont forcément différentes puisque vous avez l'hypothèse sous H0 et l'hypothèse sous H1. Ici, c'est mu, l'hypothèse H0, c'est la moyenne est égale à 600 mm. Et l'hypothèse sous H1, la moyenne est égale à 650 mm. Et ça suit une loi normale dans les deux cas. Donc forcément, la courbe sous la fonction de densité de la loi sous H0 est différente de la fonction de densité de la loi sous H1. En termes de probabilité, ça va donner quelque chose de différent. Eh bien, en termes de probabilité, vous aurez, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous aurez en fait le risque de première espèce et le risque de seconde espèce. C'est-à-dire que quand vous prendrez l'aire délimitée par la courbe verte, l'axe des abscisses et Xn bar qui est égal à C, vous aurez le risque de première espèce en dessous de la courbe ici. Vous voyez où je balade mon curseur? Vous voyez? Ça, c'est le risque de première espèce. Et si vous prenez les valeurs à gauche de Xn bar est égal à C et en dessous de la courbe bleue, vous aurez le risque de seconde espèce ici. Alors, la valeur du seuil de décision C est calculée en fonction de alpha. C'est-à-dire que... Monsieur, excusez-moi. Oui. Le graphique que vous nous avez montré, ce sera toujours représenté de cette façon ou on aura d'autres manières d'interpréter du coup les régions critiques? En fait, d'une manière générale, ce sera représenté de cette façon, dans le sens où on représentera la loi sous H0, la loi sous H1 et le seuil de la région critique. Mais après, ça ne suit pas forcément des lois normales. Vous voyez quoi? Oui, je vois, mais du coup, si ça ne suit pas une loi normale, ce sera représenté, ce sera à nous de le représenter. Vous pourrez les représenter schématiquement. Le schéma, ça vous aide en fait à comprendre ce qu'est le risque de première espèce et le risque de seconde espèce. Ah, ok. Alors, si on suppose que H0 est vrai, alors on connaît la loi de la variable de décision. On peut donc résoudre l'équation ci-dessus. Dans le cas des faiseurs de pluie, sous l'hypothèse H0, on connaît la loi de X bar, puisque mu est égal à mu0 qui est égal à 600. D'où la probabilité que Xn bar soit strictement supérieur à C, sachant que H0 est vrai, est égale à 5%. Donc on le verra après dans des exercices, en fait. Xn bar supérieur à C, vous allez normaliser et réduire donc
normaliser, centrer et réduire, vous allez avoir xn bar moins mu0 sur sigma qui sera strictement supérieur à c moins mu0 sur sigma. Et ça, ce sera égal à 5%. Ensuite, c moins mu0 sur sigma, ce sera un quantile à 95%. Donc, vous déduirez c moins mu0 sur sigma et vous déduirez de c moins mu0 sur sigma, vous déduirez c. Donc, puisque H0 est vrai, vous allez pouvoir normaliser xn bar en centrant avec mu0, puisqu'on est sous l'hypothèse H0. Si on était sous l'hypothèse H1, on aurait centré avec mu de 1. On adopte alors la règle de décision suivante. Si x bar est supérieur à 622 mm, alors on accepte l'hypothèse H1. C'est-à-dire que les agriculteurs investissent dans le procédé avec un risque 5% de se faire avoir. Si xn bar est inférieur à 622 mm, faute de preuve, on garde l'hypothèse H0. Les agriculteurs n'investissent pas. Ils passent à côté d'un procédé efficace. Puissance du test. Pour connaître le risque de se tromper dans le deuxième cas, il suffit de calculer l'erreur de deuxième espèce ou bien la puissance du test. Alors, je vous rappelle, bêta, c'est, vous avez alpha, c'est la probabilité de oméga, sachant H0. Donc, c'est la probabilité d'accepter H1, sachant H0. Bêta, c'est l'inverse, c'est la probabilité d'accepter H0, sachant H1. Et 1 moins bêta, ce sera la probabilité d'accepter H1, sachant H1. Cela suppose, pour connaître le risque de se tromper dans le deuxième cas, il suffit de calculer l'erreur de deuxième espèce ou bien la puissance du test. Cela suppose de connaître la loi de xn bar sous l'hypothèse H1, ce qui est le cas ici puisque mu1 est égal à 650. On trouve alors 1 moins bêta qui est égal à 0,98. L'erreur de deuxième espèce est finalement de 2%. Donc vous aurez en fait bêta qui sera égal à la probabilité de oméga bar sachant H1. Et la probabilité de bêta, c'est la probabilité de oméga bar sachant H1. Donc ce sera la probabilité que xn bar est strictement inférieur à C, sachant que mu est égal à mu1. Donc là, on fera comme tout à l'heure. On va centrer et on va réduire par rapport, non pas à mu0, mais par rapport à mu1, et diviser par sigma. Et comme vous connaissez déjà C, eh bien, vous pourrez calculer le risque de seconde espèce. Le risque de seconde espèce, ce sera la probabilité que xn bar est strictement inférieur à C, sachant H1. Donc alpha, c'est la probabilité de oméga, sachant que H1 est vrai, H0 est vrai. Bêta, c'est la probabilité de oméga bar, sachant que H1 est vrai. Alpha, c'est le risque de première espèce. Bêta, c'est le risque de deuxième espèce. Et 1 moins bêta, c'est la probabilité de oméga, sachant que H1 est vrai. Dans le cas où l'hypothèse H1 est composite, la loi de la variable de décision sur l'hypothèse H1 est inconnue, puisque le paramètre θ n'est pas fixé, mais peut prendre une infinité de valeurs. C'est-à-dire composite, c'est-à-dire quand vous avez par exemple θ inférieur à θ1 ou θ supérieur à θ1 ou θ différent de θ1. Donc si θ est inférieur à θ1 ou inférieur à θ0, eh bien on aura des valeurs θ1 qui seront inférieures à θ0 et on pourra déterminer la puissance du test seulement pour une valeur de θ1 fixée avec θ1 inférieur à θ0. Donc la puissance du test ici sera déterminée
pour une valeur particulière de θ1 inférieure à θ0. Il est alors impossible de calculer A moins bêta ou bêta. On définit alors la fonction puissance qui, aux valeurs possibles de θ1, associe la puissance correspondante, qui à θ associe A moins bêta de θ. Bon, ça paraît abstrait comme ça, mais vous allez voir, en fait, avec les exercices, ça va se simplifier, quoi. Et la bêta, elle n'est pas en alpha. Dans ce cas-là, dans ce cas particulier. Non, bêta n'est pas du tout égal à 1 moins alpha. Pourquoi est-ce qu'il serait égal à 1 moins alpha, quoi? Non, j'ai pas vu les vaches A. Alors, la p-valeur est une probabilité donnant une information complémentaire au risque de première espèce alpha. Connaissant la valeur prise par la variable de décision sur l'échantillon, la p-valeur indique le niveau alpha minimum du test à partir duquel l'hypothèse H0 sera rejetée. Si la p-valeur est inférieure à la valeur du seuil préalablement défini, on rejette l'hypothèse nulle. Alors, prenons par exemple l'hypothèse H0 sous laquelle la variable de décision Z suit la loi N01. Donc ici, Z, par rapport à l'exemple qu'on a pris précédemment, ce sera Z sous H0 suit la loi N01. Donc là, ici, par rapport à l'exemple des agriculteurs, vous aurez Z qui sera égal à xn bar moins mu de 0 sur sigma. Et vous aurez petit z qui sera égal à c moins mu 0 sur sigma. Donc, c sera connu, mu 0 sera connu. Et sigma sera connu. Donc on pourra calculer z strictement supérieur à z ops. Donc, supposons que la valeur prise par Z sur l'échantillon soit 2,72. Construisons un test bilatéral. Si on fixe un niveau de 5%, on obtient la règle de décision. H0 est rejeté si seulement si Z appartient à moins 1,96 à 96. Donc ici, vous aurez une courbe. Si vous êtes compris entre moins 1,96 et 1,96, vous acceptez H0. Si vous êtes au-delà de 1,96 ou en dessous de moins 1,96, vous acceptez H1. Donc, vous avez la p-value qui sera la probabilité que Z soit supérieur à Z ops. Et Z ops, c'est la valeur prise par Z sur l'échantillon 2,72. Donc, si Z est supérieur, la p-value, c'est la probabilité que Z soit supérieur à Z ops. Et si Z est ici, on voit bien qu'avec un seuil de 5%, si Z est supérieur à Z ops, la probabilité que Z soit supérieur à Z ops correspondra à l'aire assurée. Donc, ce sera supérieur en valeur absolue et correspondra à l'aire assurée à partir de 2, à droite de 2,72 et à gauche de moins 2,72. Donc, l'aire assurée sera inférieure à 5%. Donc, si la p-value est strictement inférieure à 5%, ça équivaut à dire que Z ops n'appartient pas à l'intervalle moins 1,96 à 96. Donc, l'hypothèse H0 est donc rejetée avec un risque de 5% de se tromper. Si on fixe un niveau alpha, on obtient la règle de décision. H0 est rejeté si et seulement si Z
n'appartient pas à moins 2,58, 2,58. Avec 2,72, l'hypothèse H0 est donc rejetée avec 1% de risque de se tromper. Donc, la probabilité pour que Z soit supérieur à Z ops, si Z ops est égal à 2,72, est inférieur à 5%, parce que l'air assuré, à droite de 2,72 et à gauche de moins 2,72, sera inférieur à 1%. Donc la p-value sera inférieure à 1%. Donc, on rejettera H0. Par contre, si on raisonne avec un niveau de confiance pour alpha, donc ici, je vous rappelle, hein, alpha qui est égal à 5%, c'est le risque de première espèce. Alpha est égal à 5%, alpha est égal à 1%, et maintenant alpha qui est égal à 0,5%. Si on fixe un niveau de 0,5%, on obtient la règle de décision. H0 est rejeté si et seulement si Z n'appartient pas à 2,87, moins 2,87, 2,87. Donc la probabilité que Z soit supérieur à Z ops, ici, est strictement supérieure à 0,5%. Donc l'hypothèse n'est pas rejetée. Dans cet exemple, la p-valeur se situe entre 1% et 0,5%. Elle est en fait égale à 0,653%. Oui. Je n'ai pas vraiment compris comment vous trouvez les intervalles exactement. Les 96, Ben, les intervalles, en fait, ils sont donnés par la loi. C'est-à-dire que lorsque vous avez une loi normale N01, alors ici, oui, donc c'est une loi normale N01, la probabilité pour que ce soit avec alpha qui est égal à 5%, la probabilité pour que ce soit supérieur à 0,975 est égale, la probabilité pour que Z soit supérieur à 1,96 est égale à 0,975. Non, je me suis trompé. La probabilité pour que Z soit supérieur à 1,96 est égale à 2,5%. Et la probabilité pour que Z soit inférieur à moins 1,96 est égale à 2,5%. de chaque côté, on a 5%. On a 2,5% de chaque côté. Alors, je vous rappelle que, en fait, le quantile, vous avez f de k qui est égal à 1 moins alpha sur 2. Vous avez la probabilité que z compris entre moins k et k est égal à 1 moins alpha. Et f de k, c'est la probabilité que z soit inférieur ou égal à k, c'est égal à 1 moins alpha sur 2. Donc la probabilité que z soit strictement supérieur à k est égale à alpha sur 2. Alors, dans cet exemple, la p-valeur se situe entre 1 et 0,5%. Donc, la probabilité que z soit supérieur ou égal à z ops est égale à 0,653% et elle est supérieure à 0,5%. Donc, comme elle est supérieure à 0,5%, H0 n'est pas rejeté. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça, quoi ? Alors, méthodologie, construction du test. On choisit H0 et H1. Et dans la pratique, le risque de première espèce correspond au risque le plus grave. Détermination de la variable de décision et de sa loi. Par exemple, xn bar, qui suit une loi normale.
vous testez mu qui est égal à mu0 contre mu est égal à mu1 avec mu1 strictement supérieur à mu0. Donc la variable de décision, c'est xn bar et on détermine sa loi qui est une loi normale. On détermine l'allure de la région critique en fonction de H1. On calcule la région critique en fonction de alpha. Donc c'est-à-dire que la probabilité que xn bar soit strictement supérieur à C et xn bar strictement supérieur à C, ça vous permet de dire que vous acceptez H1 sous H0. La probabilité que xn bar soit strictement supérieur à C sous H0 est égale à alpha. Et ensuite, vous pouvez calculer la puissance ou le risque de seconde espèce, bêta. Et la puissance étant égale à A moins bêta. Ensuite, petit 6, règle de décision avec les risques associés. Prise de décision, choisir entre H0 et H1, soit en comparant la valeur de la statistique du test calculé sur l'échantillon avec le seuil, soit à partir de la p-valeur. Donc, lorsque vous utilisez... Lorsqu'on connaît déjà H0 et H1 dans SketchUp, on peut connaître bêta ou on va avoir certaines hypothèses sur oméga, aussi l'événement oméga par rapport à l'unité. Alors, vous êtes obligé forcément de connaître dès le départ H0 et H1. Alors, lorsque vous avez par exemple la région critique xn bar strictement supérieure à C, eh bien, vous allez faire un calcul, vous allez poser la probabilité que xn bar soit strictement supérieur à C, sachant H0, est égale à alpha, et vous allez déterminer C. Donc, vous connaissez alpha, ensuite vous déterminez C, et après vous calculez bêta. Et oméga, le gars, il a quoi quand même. Oméga, c'est la région critique. Oméga, c'est xn bar strictement supérieur à C. On la connaît, je comprends. Comment? C'est donné dans les hypothèses. La probabilité de. Je ne sais pas si je suis clair. On a plus d'informations sur oméga. C'est ça que je sais. Et oméga, c'est la région critique, en fait. On dira que les xi appartiennent à oméga si et seulement si la moyenne des xi est strictement supérieure à la valeur de seuil et est égale à C. C'est pas votre question, non? Si, c'est ça, c'est ça. Alors, test sur les caractéristiques usuelles. Soit un échantillon x1, x2, xn tel que l'espérance de xi est égale à mu et variance de xi est égale à sigma carré. Donc, vous avez des xi qui sont ID, indépendantes et identiquement distribuées. On souhaite tester les hypothèses. Mu est égal à mu0 contre mu est égal à mu1, avec mu1 différent de mu0. La moyenne x bar est un estimateur usuel pour mu. Pour un échantillon assez grand, on approche l'estimateur grâce au TCL par une loi normale n de mu sigma carré sur n. Donc, je vous rappelle en fait que lorsque vous avez le théorème central limite, supposons que xn est une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi, telles que l'espérance de xi est égale à mu et la variance de xi est égale à sigma carré, alors le théorème central limite permet de dire que racine de n, xn bar moins mu sur sigma, converge en loi vers n01. Donc, racine de n, xn bar moins mu sur sigma suit approximativement une loi n01 pour n grand. Donc, vous aurez xn bar suivra approximativement n de mu sigma carré sur n pour n grand. Donc là, c'est ce que vous avez ici. On approche la loi de l'estimateur grâce au TCL par une loi normale n de mu sigma carré sur n. La statistique du test est z qui est égale à racine de n, xn bar moins mu sur sigma. Si n est suffisamment grand, on considère qu'elle suit la loi normale n01. Alors, on sait que, alors si sigma n'est pas connu,
on sait que z qui est égal à racine de n xn bar moins mu sur s étoile converge en loi vers une n01 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc si sigma carré n'est pas connu, on peut remplacer S étoile par petit s étoile si l'échantillon est suffisamment grand. Ça correspond en fait à un exercice qu'on avait déjà fait sur les proportions, où vous aviez sigma qui était égal à racine de p facteur de a moins p, et où on remplaçait par p chapeau pour avoir sigma chapeau, et on posait sigma qui était à peu près égal à sigma chapeau. Donc, si sigma carré n'est pas connu, on peut remplacer par S étoile si l'échantillon est suffisamment grand. Dans le cas où l'échantillon est gaussien, la loi exacte est exacte et non approchée. Normale réduite si sigma est connu, et student si à n-1 degré de liberté sinon. On peut donc travailler sur des échantillons de petite taille. Donc, je vous rappelle que si vous avez un échantillon gaussien, considérons le cas particulier où les xi suivent une loi normale n de mu sigma carré. Alors vous avez, si sigma est inconnu, racine de n xn bar moins mu sur s étoile suit une loi de student à n-1 degré de liberté. Exemple, un fabricant produit des lunettes d'un certain modèle dont la valeur en millimètres x suit la loi normale. L'espérance et l'écart type de cette longueur sont spécifiés dans le cahier des charges à 130 mm et 0,48 mm respectivement. On prélève un échantillon de 9 faces de lunettes et on souhaite tester les hypothèses. Mu est égal à mu0 qui est égal à 130 mm pour H0 et mu est égal à mu1 qui est égal à 130,5 mm qui correspond à mu1. H0, les lunettes sont conformes au cahier des charges, et mu1, les lunettes sont non conformes au cahier des charges, avec un niveau de confiance de 99%. Donc là, on considère que le risque de première espèce est égal à 1%. N est égal à 9, alpha est égal à 1%. Donc alpha est égal à 1%, c'est la probabilité de dire que les lunettes sont non conformes, sachant que les lunettes sont conformes au cahier des charges. Dans le cas de l'exemple précédent, il faut prélever 15 lunettes pour avoir un risque de première espèce bêta qui est égal à 5%. Donc ici, on remarque qu'un test d'hypothèse est un problème à 4 paramètres, alpha, bêta, c et n, et 2 équations. Alpha, c'est la probabilité de oméga sachant H0, et 1 moins bêta, c'est la probabilité de oméga sachant H1. Il suffit donc de fixer 2 paramètres pour résoudre le système. Il y a 2 cas de figure. Les observations ont déjà été effectuées, c'est-à-dire on connaît petit n, et on fixe alpha. On a alors alpha et n fixés, maîtrise du risque de seconde espèce. Donc là, ici, alpha est connu, n est connu, et on en déduira c et bêta. Deuxième cas de figure, les observations n'ont pas été effectuées, c'est-à-dire n est inconnu, et on fixe alpha et bêta. Donc si on fixe alpha et bêta, on déterminera n et c. Donc soit vous connaissez dès le départ alpha et n, et vous déterminez B, bêta et C, soit dès le départ, vous connaissez alpha et bêta, et vous déterminez C et n. Exemple, dans le cas précédent, alors ça a déjà été traité. Donc ici, on est dans quel cas de figure? Dans l'exemple, on est dans
le deuxième cas de figure. C'est-à-dire qu'on cherche n pour avoir alpha qui est égal à 1% et bêta qui est égal à 5%. Et on obtient n qui est égal à 15. Oui. Comment? 15, elle est dans la 15. On fera un exemple, un exercice où effectivement on détermine n en fonction du fait qu'on ait fixé alpha et bêta. Alors, test sur une proportion. On souhaite tester les hypothèses P est égal à P0 contre P est égal à P1 avec P1 différent de P0, où P désigne une proportion. La fréquence empirique Fn est un estimateur naturel de P. Si l'échantillon est suffisamment grand, on peut approcher la loi Fn grâce au TCL par une loi normale. N de P, P facteur de 1 moins P sur N. La variable de décision du test est racine de N, Fn moins P sur racine de P facteur de 1 moins P, qui suit une loi N01, si N est suffisamment grand. Donc vous avez racine de N de Fn moins l'espérance de Fn sur l'écart type de Fn, ou la racine de la variance de Fn. Exemple, un parti politique souhaite vérifier si la parité est respectée sur un échantillon de 100 adhérents. On compte 45 femmes et 55 hommes. Peut-on affirmer que la parité est respectée avec un risque alpha de se tromper? Donc, en fait, on va déterminer. Là, ici, on va tester P qui est égal à P0 contre P différent de P0. Donc, ce sera un test qui sera comment? Unilatéral ou bilatéral? Ce sera un test bilatéral, puisqu'on aura P qui est strictement inférieur à P0 ou P qui est strictement supérieur à P0. Donc, il s'agira d'une hypothèse. Là, vous avez les hypothèses simples et les hypothèses composites. Il s'agira d'une hypothèse composite. Donc, en fait, on va déterminer C1 et C2 tel que si Fn est compris entre C1 et C2, alors on accepte H0. Et si Fn est strictement inférieur à C1 ou Fn strictement supérieur à C2, alors on accepte H1. P est différent de P0. On verra un exercice qui illustre le test sur une proportion. Alors, est-ce que vous avez des... Au niveau du cours, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va passer aux exercices. Est-ce que vous avez des questions par rapport au cours? Oui, monsieur, moi, j'ai pas compris comment vous avez calculé la valeur de C au début du cours. Plutôt. Alors, la valeur de C, quoi. Non, c'est plus bas, c'est pour la valeur de C des décisions. C'est avec le test de... voilà, c'est ici, quoi. Ici, on vous dit que la région critique, c'est Xn bar strictement supérieur à C. Donc, et on vous dit que alpha, c'est la probabilité de oméga, c'est-à-dire Xn bar strictement supérieur à C, sachant que mu est égal à mu0. Donc, la probabilité que Xn bar est strictement supérieur à oméga, sachant que mu est égal à mu0, on sait que ça suit une loi normale, donc on aura alpha qui va être égal à la probabilité que Xn bar moins mu sur sigma soit strictement supérieur à C moins mu sur sigma. Et donc, ça va donner
alpha qui est égal à la probabilité que Z soit strictement supérieur à C moins mu sur sigma, avec mu qui est égal à mu 0. Donc, vous aurez la probabilité que alpha qui est égal à la probabilité que la loi N01 soit strictement supérieure à C moins mu 0 sur sigma. Et alpha est fixé, alpha est égal à 5%. Donc, si alpha est égal à 5%, vous aurez le quantile à 95%, C moins mu 0 sur sigma, qui sera égal à une valeur donnée. Et si C moins mu 0 sur sigma, on détermine cette valeur donnée en calculant un quantile, alors, puisque mu 0 est fixé et puisque sigma est fixé, puisque mu 0 est égal à 600 et sigma est égal à 100, alors on aura C. Est-ce que j'ai répondu à la question, quoi? Bah, c'est pas très explicite, mais du coup, ce genre de calcul, on les prend en TD. Ce genre de calcul, on le prend en TD. Oui, on va le faire en TD. Là, je vais vous montrer, ça va être plus clair après par la suite. Ouais, parce que là, oralement, j'ai pas le détail du calcul sous les yeux, c'est compliqué à imaginer. Alors, on va le faire en TD, ça fait partie des choses importantes, justement. Ok. Oui. En fait, le mieux, c'est d'avoir une grosse P-valeur ou une petite P-valeur J'ai pas compris pour comparer la P-valeur, le mieux, c'est d'avoir une P-valeur grande ou petite. Enfin, il faut que si vous avez alpha qui est égal à 5%, il faut que alpha soit petit, soit strictement inférieur à 5% pour rejeter l'hypothèse nulle. C'est quoi le mieux dans pour avoir un alpha à 5% ou alpha à 1% ou 0,5%? Bah, la plupart du temps, on prend alpha qui est égal à 5%. Puis, par exemple, monsieur, moi, le truc il est précis. Moi, le problème, il est précis, en fait. Bah, faut pas être trop exigeant, faut pas avoir des seuils de confiance qui soient trop sévères, en fait. Donc là, on va passer au TD. Bon, vous avez des questions par rapport au cours? Donc, une machine produit des billes de roulement de diamètre fixe. Si elle fonctionne normalement, il y a une proportion de 5% de billes défectueuses. Si elle est déréglée, la proportion de billes défectueuses est de 10%. Donc là, on voit déjà, en fait, l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative se mettre en valeur. Vous allez avoir H0, P est égal à 5%, et H1, P est égal à 10%. Avant d'envoyer une commande à son client, il teste un lot de 500 billes, soit X la variable aléatoire représentant le nombre de billes défectueuses sur ce lot. Donc N est égal à quoi ici? 500. On sait que X suit une loi binomiale de paramètres 500 et P, où P est égal à 0,05 si la machine fonctionne correctement, et P qui est égal à 0,1 si la machine est déréglée. Il décide de ne pas livrer son client si la machine est déréglée, c'est-à-dire si le nombre de pièces de billes défectueuses est supérieur à 50. Donc ça, c'est le test naïf du fabricant, en fait. On va prendre 500 qui est égal, on va prendre le seuil de décision qui sera égal à N multiplié par 10%, ce qui fera 50. Donc si le nombre de pièces défectueuses est supérieur ou égal à 50, on est sous H1. Si le nombre de pièces défectueuses est strictement inférieur à 50, on est sous H0. Donc, si X est supérieur ou égal à 50, il ne livre pas.
Et si X est strictement inférieur à 50, il livre. Exprimez les hypothèses H0 et H1 ainsi que les risques de première et de seconde espèce. Calculez le risque de première espèce. Calculer la puissance du test et en déduire si un client doit acheter ou non un lot ayant subi un tel test. Donc, fonctionnement normal, 5% de billes défectueuses. Fonctionnement anormal, 10% de billes défectueuses. Soit X, le nombre de billes défectueuses sur un lot de 500 billes. X va suivre quelle loi ici? X, ça va être égal à X1, X2, Xn, avec Xi qui suit une loi de Bernoulli. Donc, X va suivre quelle loi, quoi? Une loi binomiale de quel paramètre? Comment? 500 épais, oui, voilà. Une loi binomiale de paramètre NP. Si vous avez X qui est égal à X1 plus X2 plus Xn avec Xi qui suit une loi de Bernoulli de paramètre P, alors X suit une loi de binomiale de paramètre NP. Alors, on va appliquer le théorème central limite ici. Supposons que Xn bar est une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi, telles que espérance de Xi qui est égale à mu et variance de Xi qui est égale à P. Alors, le théorème central limite permet de dire que racine de n, Xn bar moins mu sur sigma suit une loi N01. Donc là, ici, les Xi, ce seront des lois de Bernoulli. Donc, à partir du moment où le théorème central limite, ça s'applique à n'importe quelle loi de départ, on va remplacer Xi par Xi qui suit une loi de Bernoulli. Donc, on aura racine de n, Xi moins l'espérance d'une loi de Bernoulli. L'espérance d'une loi de Bernoulli, c'est quoi? Une loi de Bernoulli de paramètre P, c'est quoi son espérance? C'est P. Et l'écart type d'une loi de Bernoulli sont... l'écart type d'une loi de Bernoulli, c'est quoi en fonction de P? Comment? C'est P multiplié par A moins P. Donc on aura racine de n, Xn bar moins P sur racine de P facteur de A moins P suit une loi N01. Donc, on aura Xn bar qui va suivre une loi n de mu sigma carré sur n, avec mu qui est égal à P et sigma qui est égal à P, et sigma carré qui est égal à P facteur de A moins P. Donc, on va avoir X qui va être égal à Xn bar multiplié par petit n, parce que Xn bar, c'est X divisé par n. X, c'est l'équivalent de Kn, en fait, dans nos notations. Dans les notations du cours, vous avez ici, Fn est égal à Kn divisé par petit n. Et Kn, ça va suivre la loi binomiale. Donc ici, Kn est égal à grand X. Donc, vous allez avoir Xn bar qui suit la loi n de mu sigma carré sur n, avec mu qui est égal à P. Et donc ici, ce n'est pas le même sigma, en fait. Enfin, si, c'est mu qui est égal à P, et sigma carré qui est égal à P facteur de A moins P. Donc, Xn bar va suivre la loi n de P, P facteur de A moins P sur n. Vous allez multiplier Xn bar par n, donc ça va vous donner n de np, et comme second paramètre, n facteur de P facteur de A moins P. Parce que, en fait,
P facteur de 1 moins P sur N. Lorsque vous allez introduire le N à l'intérieur de la variance, ça va devenir N carré. Donc, ça fera N carré sur N fois P facteur de 1 moins P. Donc, ça fera NP facteur de 1 moins P. Donc, on saura que X suit la loi normale de paramètres NP, NP facteur de 1 moins P. Quoi. Alors, en fait, comme vous allez avoir X qui va suivre la loi N de P, P facteur de 1 moins P sur N. D'accord? Et vous multipliez par N, tout par N. Donc la variance, l'espérance sera multipliée par N et la variance sera multipliée par N carré. La valeur de P est égale à 0,05, c'est-à-dire si mu est égal à 25, si la machine fonctionne correctement. Et P est égal à 0,1 si elle est déréglée. Alors le test naïf du fabricant. Étant donné que la machine est déréglée quand il y a 10% de pièces défectueuses, le fabricant décide d'appliquer la règle de décision toute simple qui consiste à ne pas livrer s'il y a plus de 10% de pièces défectueuses dans le lot. C'est-à-dire plus de 50 billes défectueuses. Nous avons le test suivant. H0, la machine fonctionne correctement, P est égal à 0,05. Et H1, la machine est déréglée, P est égal à 0,1. Avec la règle de décision, si XI est supérieur ou égal à 50, j'accepte l'hypothèse H1. Je ne livre pas la marchandise. Si X est strictement inférieur à 50, je garde l'hypothèse H0. Je livre la marchandise. Les risques encourus sont le risque de première espèce. Accepter H1 alors que H0 est vrai. Accepter H1, c'est ne pas livrer la marchandise de bonne qualité. Le risque de seconde espèce, accepter H0 alors que H1 est vrai, livrer de la marchandise de mauvaise qualité. Et si on livre trop de marchandises de mauvaise qualité, on risque de perdre le client. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à la mise en forme du problème? Oui, monsieur, moi j'ai une question. Comment vous déterminez que XI suit une loi Bernoulli? C'est pas marqué, je crois. En fait, vous le devinez ici, quoi. Il y a une proportion de 5% P qui est égale à 5% de pièces défectueuses si elle est bien réglée, et P qui est égal à 10% si elle est mal réglée, quoi. Et vous avez un lot de 500 billes. Donc, vous avez une proportion et N qui est égale à 500. Donc, vous avez P et N. Donc, si quand vous avez P et N, ça vous fait penser à une Bernoulli, quoi. Ok. Alors, risque de première espèce. On sait que alpha, c'est la probabilité d'accepter H1 alors que H0 est vrai. Supposons que H0 est vrai, alors P est égal à 0,05. Donc, si P est égal à 0,05, X suit la loi N de 0,05 fois N et 0,95 fois 0,05 fois N. Donc là, en fait, on revient ici. Si vous avez X qui suit la loi normale de paramètre NP, NP facteur de 1 moins P. Donc X qui va suivre la loi de paramètre 0,05N sous H0 et 0,95 fois 0,05 fois N. Donc la probabilité que alpha soit supérieur ou égal à alpha, c'est la probabilité que X soit supérieur ou égal à 50. On centre et on réduit la loi. Donc ce sera X moins l'espérance de X divisé par l'écart type. Donc vous savez que X suit une loi normale.
Donc, vous allez centrer et vous allez réduire. Donc, si vous centrez et si vous réduisez à gauche, vous centrez et vous réduisez à droite. Vous centrez et vous réduisez la variable aléatoire grand X à gauche et vous allez centrer et réduire 50 à droite. Donc là, il y a un racine de n en trop, il faut l'éliminer. Là, c'est une erreur. Et vous allez remplacer n par 500. Et si vous remplacez n par 500, ce sera 50 moins 0,05 fois 500 divisé par racine de 0,95 moins 0,05 fois n, avec n qui est égal à 500. Donc ici, vous avez la probabilité que z, puisque comme on a centré et on a réduit x, ça nous donne une variable aléatoire n01. C'est la probabilité que z soit supérieur ou égal à 1,7 10-7. Pardon, c'est la probabilité que z soit supérieur ou égal à 5,13, qui est égal à alpha, qui est égal à 1,7 10-7. Le fabricant a donc 1,7 10 puissance moins 5% de chance de ne pas livrer de la bonne marchandise. Donc ça, c'est le risque de première espèce. Donc là, on vous donne C, le seuil. On vous donne C, le seuil, et vous connaissez la loi de X. Et comme vous connaissez la loi de X et que vous connaissez le seuil, vous pouvez calculer le risque de première espèce. Maintenant, calcul de la puissance. On sait que A moins bêta, c'est la probabilité d'accepter H1 alors que H1 est vrai. Accepter H1, ça veut dire rejeter H0. Ça veut dire que X est supérieur ou égal à 50. Et H0 est vrai. Supposons que H1 est vrai, donc P est égal à 0,1. Donc X suit la loi normale de paramètre 0,1 fois n, 0,9 fois 0,1 fois n, parce que ça fera P, facteur de 1 moins P fois n. Et P est égal à 0,1, donc 1 moins P, ce sera 0,9. D'où 1 moins bêta, c'est la probabilité que X est supérieur ou égal à 50. Donc, la probabilité que X soit supérieur ou égal à 50, on centre et on réduit. Donc là, on est sous achat. Donc, c'est important. En fait, là, on centre et on réduit par rapport aux paramètres 0,1 fois n et 0,9 fois 0,1 fois n, et non pas 0,05 fois n et 0,95 fois 0,05 fois n, comme à l'étape du risque de première espèce, où on était sous H0, et là on est sous H1. Donc comme on est sous H1, P est égal à 0,1. Donc on centre et on réduit la variable aléatoire X. Donc puisqu'on va centrer et réduire à gauche, on va centrer et réduire à droite, et on va avoir 50 moins 0,1 fois n. N est égal à 50, donc ça va donner 0. Donc 1 moins bêta, c'est la probabilité que Z soit égal à 0. Soit supérieur ou égal à 0. Et la probabilité que Z soit supérieur ou égal à 0 est égale à 0,5. Donc bêta est égal à 0,5. Donc puisque bêta est égal à 0,5, ça veut dire que la probabilité de rejeter H0, sachant que H1 est vrai, parce que ça, c'est bêta. Hein. C'est la probabilité de rejeter H0, sachant que H1 est vrai. Attendez, je me suis trompé. Non, je me suis trompé. Bêta, alors alpha. Alpha, c'est la probabilité de rejeter H0, sachant que H0 est vrai. Et bêta, c'est la probabilité d'accepter H0, sachant que H1 est vrai. Et accepter H0, ça veut dire qu'on livre la marchandise. Et H1 est vrai, ça veut dire que la marchandise est de mauvaise qualité.
Donc, bêta étant égal à 0,5, puisque 1 moins bêta, ça fait 0,5, bêta, ça fait 0,5, le fabricant a une chance sur 2 de livrer de la marchandise de mauvaise qualité. Cette règle de décision n'est pas du tout à l'avantage du client et risque de faire perdre sa clientèle au fabricant. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous avez les zones d'acceptation et de rejet de H1, et vous avez un risque de seconde espèce, bêta, qui est assuré en violet, qui est très important. Donc, qu'est-ce qu'on va être amené à faire? On va être amené à réduire bêta. Comment on va faire pour réduire bêta? Dans notre probabilité, justement. Alors, comment on va faire pour augmenter alpha? Là, en fait, on va diminuer bêta et augmenter alpha. Et qu'est-ce qu'on va faire pour diminuer bêta? Comment? De quoi on va mettre 1%? Le seuil de risque, pour quel risque? Oui, mais il y a deux risques, le risque de première espèce et le risque de seconde espèce. Alors, qu'est-ce qui est dit dans l'énoncé? Le fabricant redéfinit son test en imposant un risque de première espèce de 1%. Mais, donc là, c'est le risque de première espèce. Mais ici, dans la pratique, qu'est-ce que vous allez faire pour réduire bêta? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Alpha est très proche de 0 ici. On a alpha qui est égal à 1,7 10-7. Donc alpha est très proche de 0. Donc comment on va? En réduisant bêta, on augmente alpha. Et comment vous allez faire pour réduire bêta dans la pratique? Augmenter le seuil de- Comment? Vous décalez le C On décale le C vers la gauche ou vers la droite? sur la gauche. Vers la gauche. C'est-à-dire que on va diminuer la valeur de C. Oui. Et quand on va diminuer la valeur de C, en fait, on va augmenter la valeur de alpha. Mais là, c'est pas très grave le fait d'augmenter la valeur de alpha parce que alpha est vraiment très très proche de 0. Alpha est égal à 1,7 10-7. Donc, on va diminuer la valeur de C, ce qui va augmenter la valeur de alpha, mais tout en restant dans le cadre d'un alpha qui est acceptable. Et on va diminuer le risque bêta. C'est-à-dire le fabricant n'aura plus une chance sur 2 de livrer de la marchandise de mauvaise qualité. dans les hypothèses, ils disent un seuil de alpha qui est acceptable ou pas dans les hypothèses. Alors, dans les hypothèses, dans la seconde question, on vous dit le fabricant redéfinit son test en imposant un risque de première espèce de 1%. Donc là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va augmenter son alpha. Et pour augmenter son alpha, il va décaler C, X égale C vers la gauche. Et en même temps, ça va diminuer bêta. Ça va l'augmenter d'une valeur très proche de 0 jusqu'à 1% pour la valeur de alpha. Et bêta, ça va le diminuer. On va aller au-delà de 1%. Généralement, on va jusqu'à 5%. Donc, on ne va pas avoir le temps de le faire, mais ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un bêta qui sera égal à 2,6%. Donc, oui. Si graphiquement on devait dessiner alpha, ce serait l'espace qui serait à droite de C sous la courbe de H0. Voilà, c'est ça, à droite de C sous la courbe de H0. Donc là, ici, on va avoir bêta qui sera égal à 2,6%. Donc, il aura 2,6% de chance de livrer de la marchandise de mauvaise qualité. Bêta, c'est la probabilité qu'on a H0, sachant que H1 est vrai. Donc, H0, la marchandise est de bonne qualité, sachant que H1 est vrai.
sachant que la marchandise est de mauvaise qualité. Donc, H0, il livre. H1, la marchandise est de mauvaise qualité. Donc, 2,6% de chance de livrer de la marchandise de mauvaise qualité. Et on aura ici X supérieur ou égal à 37 pour caractériser H0 et X inférieur ou égal à 36 pour caractériser H1. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On continuera l'exercice la prochaine fois, quoi. Oui, monsieur, j'ai une question. Les valeurs de alpha et bêta, on les calcule grâce aux lois inverses sur Excel? Les valeurs de alpha et bêta, la valeur de alpha et bêta, en fait, donc probabilité que Z soit supérieur ou égal à 5,13, ce sera calculé sous Excel, effectivement, quoi. Ok, donc on se voit vendredi alors. À vendredi, quoi.